Le récit du pèlerin Herbel. Chronique de notre histoire locale. Je m'appelle Yvan, le petit Yvan. Je suis né avec le siècle, et en cet hiver 1610, avec mes frères et sœurs, nous allons souvent aider notre père à charroyer le bois sur le coteau sauvage de Saint-Va. Notre petite et très humble maison est nichée, avec quelques autres, au creux d'un faux vallon qui surplombe le village de Saint-Ine. Mais notre paroisse est celle de Saint-Va, et nous sommes fiers de notre clocher, dont l'Angélus est le plus solennel et le plus triomphant de la vallée. Yvan, dépêche-toi de rentrer le bois. Il pourrait encore bien neiger et la nuit va vite tomber. Maman, est-ce vrai que Monsieur Antoine est en rentrée de Saint-Jacques et qu'il vient ce soir à la veillée chez le vieux Caliste? Oui, c'est bien vrai, mais avec tes frères et sœurs, vous ne viendrez que si le bois est remisé et que le cheval est pansé. Il ne fallut pas nous le dire 2 fois. Nous raffolions tant des passages de Monsieur Antoine, qui venait nous parler d'horizons qui nous faisaient rêver. Il nous emportait par ses récits dans des aventures merveilleuses dont nos jeunes années étaient si friandes. Monsieur Antoine s'appelait Antoine Herbel. Il était natif de Saint-Ine, et le monsieur dont on l'affublait ne correspondait pas à la modestie de ses origines. Ses honnêtes parents ayant prospéré dans le commerce du bois, Antoine vint s'établir à leur mort à Saint-Va-de-Laumont, pour entreprendre une vie toute différente de celle de nos familles. Antoine Herbel était un pèlerin. Il avait déjà fait à pied le pèlerinage du Mont-Saint-Michel, celui de Saint-Hubert des Ardennes, et il revenait maintenant de la Galice, où le corps de l'apôtre Jacques le Majeur est vénéré depuis les premiers siècles du christianisme. Dis, Pierrot, raconte-moi encore l'histoire de Monsieur Antoine sur le mont de l'Archange. J'étais trop jeune à l'époque où le pèlerin nous l'avait contée, et je ne connaissais cette histoire extraordinaire que par la transmission orale de nos veillées, qui bien souvent emportaient nos imaginations et rajoutaient quelques merveilles à mesure de la répétition. Non, Yvan, tu n'as pas fini ton travail. Et ce soir, c'est une nouvelle histoire qui nous attend, et nous l'entendrons de la bouche même du pèlerin. Chez le vieux Caliste, ce soir-là, il y avait bien plus de monde qu'en contenaient nos quelques maisons. On était venu du chapitre, de Francourt, et même du bourg de Saint-Ine pour entendre Monsieur Antoine. Un grand feu palpitait dans l'âtre, et la grande pièce se remplissait de convives. Au milieu, Monsieur Antoine captait tous les regards, mais il restait humble, simple, dans sa grande cape bleue. Quand sa voix rugueuse retentit, le silence se fit immédiatement. Santiago n'est pas qu'une ville d'Espagne. C'est un appel profond qui retentit dans toute l'Europe. Un appel qui touche les cœurs et qui retentit par-delà les montagnes. Cette grande chaîne des Pyrénées où la neige ne fond jamais sur les sommets. Je l'ai traversée. Je suis passé à Roncevaux, où furent défaites les troupes de Charlemagne. En entendant Monsieur Antoine,
il nous semblait vivre nous-mêmes la grande histoire de France. Charlemagne, notre Charlemagne, celui de Verberie. Puis ce fut François d'Assise, Saint-Louis, Jeanne de France, tous ces grands personnages dont Monsieur Antoine avait croisé les pas. Et il nous semblait qu'il les avait véritablement rencontrés. Ces récits, où se mêlaient anecdotes et grandes histoires, étaient entrecoupés de chants. Mais ce soir, personne n'osait danser, de peur de perdre du temps sur le récit de notre héros. Yvan, pourquoi as-tu cette coquille sur ton bâton? Tu ne vas qu'à Sainte-Luce, avec ton père, passer la journée à abattre du bois. Yvan, n'oublie pas ton casse-croûte. Point d'auberge de pèlerin dans notre contrée. Yvan, ne rêve pas, tu ne pars pas au bout du monde, rencontrer Blanche, Jeanne ou Bayard. Mes journées se succédaient et se ressemblaient, mais les récits de Monsieur Antoine emportaient mon imagination. Et souvent, le soir, avec mes frères et sœurs et nos amis, nous jouions aux pèlerins et aux chevaliers, transformant nos chevaux de labour en fiers destriers de conquête. Alexandre, tu vois ces sommets? C'est Gavarnie. Ce théâtre de montagne où Roland le Preux perdit la vie en sauvant celle de son oncle Charlemagne. Et nous refaisions sur les coteaux de Saint-Va la bataille de Roncevaux. Les années passaient. Antoine Herbel était reparti, à Rome cette fois-ci. Et lorsqu'il revint, ce n'étaient plus les Pyrénées qui nous firent rêver, mais les Alpes, et puis Rome, son histoire antique et son histoire chrétienne. Nous étions tour à tour Pierre, Martinien, Processo ou Anastasie. Et nous refaisions les persécutions et les mises à mort dans le cirque de Maxime ou au Colisée. Mais nous grandissions aussi. Et je remarquais surtout combien ces pèlerinages lointains marquaient la personne d'Antoine. Il était toujours plus grave et plus sentencieux. Nous l'avions admiré, maintenant nous le respections comme un sage et un notable qu'il était devenu. Nous étions fiers de lui. Yvan, je viens te dire combien ton père était un homme courageux et honnête. Oui, je sais qu'après les mariages de tes sœurs et l'accident de ton frère, tu sauras subvenir aux besoins de ta maison. Je prierai pour vous tous. Et voilà, pour vous aider à passer ce mauvais moment. Merci, monsieur Antoine. Je vous suis très reconnaissant. Tout le monde ici connaît votre générosité et votre bienveillance. En cette année 1621, je devenais chargé de famille, et je voyais s'envoler tous mes rêves de voyage, tous ces espoirs que les récits de monsieur Antoine avaient suscités en moi. Mais je savais combien je lui devais, car ces rêves ne nous avaient pas été des chimères, bien au contraire. Ce fut une école de dépassement et de réalisme. Moi, qui resterais toujours dans ma vallée, je savais poser sur les personnes et sur les lieux un regard qui porte plus loin. Ce que monsieur Antoine nous apportait, c'était aussi un exemple de foi. Au fur et à mesure de ses pèlerinages, Antoine Herbel vivait de plus en plus comme un véritable moine. C'est bien
qui prospérait singulièrement, ne l'éloignait pas des plus pauvres, et il était très proche de nos religieux du prieuré qui vivaient à l'ombre de notre église Saint-Va. Antoine, je vous sens absent depuis quelque temps. Vos pensées s'éloignent de nous. C'est, mon révérend père, que je songe à repartir. Il est un pèlerinage que je n'ai pas encore fait et qui me tient beaucoup à cœur. La Terre Sainte, mon fils? Oui, mon père, vous m'avez deviné. C'est un chemin long et périlleux. C'est aussi le chemin de notre histoire, de nos ancêtres, les croisés. Je voudrais vraiment prendre mon temps et profiter pleinement de ce pays où notre Seigneur a voulu naître, vivre, mourir et ressusciter. J'étais là, et il y avait foule en ce matin d'avril 1622, lorsqu'après avoir écouté et chanté la messe de ce dimanche de Quasimodo, Antoine Herbel reçut solennellement le bourdon et la bénédiction de notre curé. Alors, le pèlerin se retourna vers l'attroupement que nous formions et prit la parole. Ce voyage que j'entreprends durera 2 années. Et si le Seigneur Christ me prête vie, je reviendrai ce temps écoulé, pour vous faire partager les grâces que j'aurai reçues en parcourant la terre qui a vu, il y a 16 siècles, la présence corporelle et physique de notre Seigneur. La vie reprit à Saint-Va-de-Laumont. L'hiver revint, une fois, puis 2, et au printemps, nous étions nombreux à penser à Monsieur Antoine. Point de nouvelles. Il est un voyageur qui vient de descendre à Verberie, qui prétend revenir de Jérusalem. Vous lui avez demandé s'il a rencontré Antoine Herbel? Oui, bien sûr. Mais non, ce nom ne lui dit rien. Il ne l'a même pas entendu prononcer une seule fois. Et les mois d'été s'écoulèrent. La moisson nous occupa. Antoine ne revenait pas. Ses amis s'inquiétaient et ses héritiers commençaient à concevoir, à envisager. Et finalement, certains spéculèrent sur le pire. Un d'eux n'avait de cesse de trouver des voyageurs et d'en tirer le moindre indice. Personne n'avait entendu parler d'Antoine Herbel, mais tout le monde rapportait les conditions de vie difficiles qu'il avait dû rencontrer. Et à force d'entendre des récits dramatiques sur la vie des Européens en Orient, il se persuada que son cousin n'avait pas pu survivre à un tel sort, que son courage n'avait pas suffi. Les espoirs secrets de ses héritiers eurent donc bien vite fondé le fait qu'Antoine Herbel n'était plus de ce monde, et que la foi de ce dernier, tout comme le chagrin de ses amis, imposait à ce que l'on fît au plus vite une cérémonie funèbre à son intention dans l'église de Saint-Va. Le clergé se laissa convaincre, et un matin de janvier, nous étions en 1625. Les cloches de notre église invitèrent chacun à venir prier pour le repos de l'âme d'Antoine. Dites-moi, madame, qu'annonce ce glas lugubre dans le fond de la vallée? C'est monsieur, pour une jeune personne de ce lieu, qui voilà 2 années est parti en Terre Sainte, mais qui a perdu la vie. Antoine Herbel? Oui, c'est bien de lui qu'il s'agit. Antoine venait d'arriver au même moment au sommet de la montagne de Saint-Va. Bien qu'il connût la femme qui l'avait interrogé, elle ne le reconnut pas, car il portait la barbe et sa maigreur comme son teint l'avait tellement changé. Il descendit donc et assista anonymement à ses obsèques. J'étais dans l'assemblée ce jour-là, et bien sincèrement, comme beaucoup de villageois, je pleurais le héros de mon enfance devenu un ami cher. On savait bien que ses héritiers devaient avoir quelques distractions dans leur chagrin, mais on était loin de se douter de ce que la Providence leur réservait. Car personne, vraiment personne, n'avait reconnu notre défunt du jour dans cet étranger pas très net qui s'était glissé au fond de l'église.
Après l'office, Antoine suivit les membres de sa famille, qui chez lui-même se réunissaient autour d'une grande table dressée. Et c'est là qu'il se fit reconnaître à la stupéfaction de tous. La nouvelle fit le tour du canton à une vitesse éclair. Antoine avait renvoyé tous ses héritiers et méditait sur le signe que manifestement le ciel venait de lui faire. Le dimanche suivant, à l'issue de la messe, Antoine Herbel prit la parole devant tous les paroissiens rassemblés. Il y avait quelque chose d'inspiré dans cet homme qui revenait de Terre Sainte et qui pour nous, symboliquement, revenait aussi de la mort. Nous l'écoutâmes avec ferveur. Chers amis, c'est une grande joie pour moi de partager avec vous ce jour. Et vous connaissez la mésaventure qui m'est arrivée cette semaine en revenant de pèlerinage. C'est sans doute possible, une volonté de notre Seigneur qui voulut me faire découvrir encore davantage ses voies en me faisant suivre l'office de mon trépas. Ce signe du Seigneur, je le reçois humblement et décide devant vous de faire don de tous mes biens, non pas à mes héritiers avides, mais aux pauvres et aux laborieux de cette paroisse, qui depuis toujours sont ma vraie famille. Et c'est bien ce qu'il fit. Dis-moi, Yvan, comment va ta famille? On m'a appris que tu t'étais marié. Oui, monsieur, et nous attendons notre premier enfant pour le printemps. C'est une grande joie pour notre maison. Notre foyer grouille de vie, le travail ne manque pas, et c'est maintenant chez nous que l'on se rassemble pour les veillées. Viendriez-vous nous conter la Terre Sainte et ses 1000 secrets? Oui, bien sûr, et très bientôt, car je dois repartir pour Rome. Cette année est année sainte, et je veux y gagner les grâces du jubilé. Maintenant que je suis libre de toute fortune, il m'est plus aisé encore de me donner aux choses de Dieu. Cette fois-ci, je partirai à pied, comme je l'ai fait jadis déjà pour la ville de Saint-Pierre. Et je voulais, Yvan, te faire don de mon cheval. Il n'est pas bête de somme pour les lourds travaux des bois, mais il te rendra bien des services. Il est habitué à donner beaucoup en se satisfaisant de peu. Merci, monsieur Antoine. Votre bonté nous confond, et ce sera un honneur d'accueillir le compagnon de votre si grand et si saint voyage. Antoine Herbel partit donc pour Rome quelques semaines plus tard. Puis il revint vivre une vie simple et pauvre au milieu de nous. Il passait souvent à la maison, où il aimait retrouver son fidèle coursier. Nous étions, et les enfants à leur tour, comme moi-même jadis, très épris de ces longs récits au cours de nos veillées. La vie continuait de s'écouler au rythme des saisons, jusqu'à l'automne 1633 qui emporta notre ami. Et ce fut une grande foule reconnaissante qui se pressa à l'église de Saint-Va, qui s'habilla de noir comme naguère elle l'avait déjà fait pour Antoine. Mais cette fois-ci, l'héritage d'Antoine Herbel était déjà bien partagé. Nous le portions tous dans notre cœur et dans notre mémoire. Notre mémoire qui d'année en année continuerait de se souvenir et de raconter aux enfants les histoires merveilleuses du pèlerin de Saint-Va.